Bonsoir les amis, nous sommes le mardi 4 août 2020 et hier j'ai fait une boulette, c'est la deuxième que je fais depuis depuis le début de mes émissions, c'est-à-dire à peu près 120 émissions sur cette épidémie. Mais vous êtes quand même assez incroyable, hein, parce que vous voyez des choses qui sont hallucinantes. Avec vous, je ne peux pas me permettre de faire des boulettes. Donc j'avais mis cet extrait de La Tactique du Diable du C.S. Lewis, qui était dans un magazine. Et beaucoup d'entre vous, ce qui prouve encore l'excellence des abonnés que j'ai, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'abonnés qui auraient trouvé ça, qui m'ont dit mais non, c'est pas de lui, c'est pas écrit dans le livre de 1942, c'est extraordinaire. Et donc parmi les réponses, alors j'aurais pu vous en donner plein, j'aurais pu vous en mettre plein, des commentaires des gens qui m'ont dit que je m'étais trompé. Et donc quelqu'un qui m'avait déjà écrit me répond de nouveau: ah, en fait j'ai ma réponse, cette publication n'est pas réellement celle de C.S. Lewis. Après recherche, il semblerait que c'est un certain Marco Tosatti qui l'aurait écrite à la manière de C.S. Lewis. C'est ce que l'on trouve sur le site, c'est une parabole parlante, mais c'est juste qu'on ne peut pas l'attribuer à C.S. Lewis. C.S. Lewis, ce livre, on l'a, mais mon mari n'a pas trouvé le passage. D'où ma question dans mon autre commentaire, c'est pas grave, c'est juste une petite précision. Ben, merci beaucoup tous les deux, franchement vous êtes génial. Donc effectivement, ça c'est le livre de C.S. Lewis, La Tactique du Diable, et ça c'est Marco Tosatti. Donc il dit qu'il est né à Gênes et qu'il est devenu journaliste spécialisé justement aujourd'hui en religion. Et donc il avait écrit un blog en disant, ben voilà, sur le livre de C.S. Lewis, je me suis permis une petite parabole qu'il a mise, et ça a donné le texte d'hier. Alors C.S. Lewis, dans le livre La Tactique du Diable, c'est l'être d'un vétéran de la tentation à un novice. Hein. Donc il y a des choses qui étaient vraies, mais il y a des choses que cette journaliste italien a écrites. Et donc, bah, bravo à vous. Franchement, voilà, deuxième boulette. Hein, mais de toute façon, moi je vous l'ai toujours dit, hein, quand je fais une boulette, je l'assume. Je l'avais déjà mis en commentaire épinglé sur ma vidéo d'hier. Et le lendemain, je le dis, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Mais, ça a quand même servi parce que quelqu'un m'écrit C.S. Lewis, Aldous Huxley et John F. Kennedy sont tous les trois morts le 22 novembre 63. Et là, ça m'a interpellé quand même. Et donc, bah là, j'ai été vérifié du coup. C.S. Lewis, il est bien mort le 22 novembre 63. Aldous Huxley, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un auteur assez incroyable. Par exemple, là, il a publié en 1932 un roman qui s'appelle Le meilleur des mondes. Il l'a écrit en à peine 4 mois. Il s'agit d'une utopie futuriste et pessimiste qui imagine le monde en 2500. Je voulais juste un petit extrait. L'histoire débute à Londres en l'an 632 de la nouvelle ère, qui s'appelle Notre Ford. Le directeur de l'incubation et du conditionnement fait visiter la salle de fécondation à des étudiants qui ont le privilège de le suivre. Il leur explique que c'est le procédé Bokanovski qui permet d'obtenir 96 êtres humains à partir d'un seul œuf et qui est un instrument majeur de la stabilité sociale. Le directeur de l'incubation croise Mr. Foster, un jeune homme blond qui passe par hasard près d'eux et lui propose de les accompagner dans leur visite après lui avoir demandé quelques précisions scientifiques. Ils arrivent ensuite dans la salle des embryons. Ceux-ci sont couvés, mais surtout, ils sont prédestinés et conditionnés. En variant leur oxygénation, on produit différents types d'individus, les alphas, les bêtas, qui appartiennent aux classes supérieures, et les gammas, les epsilon, qui forment les castes les plus basses. Ils visitent ensuite rapidement la salle de décantation, avant de se diriger vers les pouponnières. Dans les pouponnières, les bébés des castes inférieures sont conditionnés dès leur premier âge pour détester le beau, les fleurs par exemple, et les livres, pour des raisons de politique, économique. Ainsi, chaque individu, en fonction de la caste à laquelle il appartient, est formaté pour les besoins de l'État. Puis ils arrivent dans une salle dans laquelle l'éducation morale se fait par l'hypnopédie, technique qui consiste à diffuser des principes moraux aux enfants pendant leur sommeil. Ils sortent ensuite dans le jardin, les enfants sont en train de pratiquer des jeux sexuels rudimentaires.
Le directeur apprend aux étudiants qu'auparavant, à l'époque, ce type de jeu était interdit avant l'âge de 20 ans. Tous sont très surpris et ne comprennent pas pourquoi. Au cours de sa promenade, le groupe rencontre sa Forderie. L'administrateur, personnage extrêmement important puisqu'il s'agit de l'un des 10 administrateurs mondiaux. Ces derniers rappellent quelques préceptes fondamentaux. L'histoire, c'est de la blague, l'horreur de vivre en famille, de la monogamie et des sentiments romanesques. Alors pourquoi c'est un auteur capital? Parce qu'il revient devant de la scène, hein, parce que tout ça, c'est les principes aujourd'hui qui sont à la mode, notamment par les groupes activistes de George Soros. Donc ma bévue d'hier a permis de remettre dans le devant de la scène ce fabuleux auteur qui s'appelle Aldous Huxley. Et il a écrit bien d'autres livres. Bien d'autres livres. Et effectivement, John Fitzgerald Kennedy, ça, il est bien mort le 22 novembre 63. Lui qu'on appelle le premier lanceur d'alerte contre l'État profond. Ça nous amène tout automatiquement à la loi qui a été votée. Mais pourquoi attendre? Pourquoi dans l'été, il y a 63 députés qui ont voté? À quoi servent les députés, franchement? Il y a les campagnes, quand il y a les législatives, quand on élit un député, c'est pour qu'il aille voter, pour défendre nos opinions. Et là, on a autorisé l'avortement pour détresse psychosociale, mais jusqu'au terme de la grossesse. C'est-à-dire qu'ils ont autorisé légalement quelqu'un à avorter avec un bébé qui va naître. Un bébé qui a 9 mois pourra être avorté. Donc ça, on n'appelle plus de l'avortement là maintenant. Ça s'appelle un infanticide. Sauf que le problème, c'est que est-ce que c'est vraiment un infanticide ou si c'est autre chose qui se cache derrière? Donc moi, je vous recommande vivement d'aller, je vous mets la vidéo du Team F Society, je vous en parle très souvent. Donc ils ont mis une vidéo sur la loi bioéthique, vous allez comprendre ce qu'ils veulent en faire. Il suffit pas de la montrer, il suffit de la partager à vos amis pour savoir ce qui se passe. Donc une femme jugée psychologiquement inapte, on lui force une IVG et on lui vole le bébé. Impossible. Ben, avec la loi, c'est faisable à présent. Et voler le bébé, ben, on en sait beaucoup de choses de ce qui peut arriver pour tous ceux qui suivent les réseaux pédophiles. Alors mes amis d'Artemisia Collegia m'ont écrit. Donc dans la nuit du vendredi, c'est dans la nuit du vendredi 31 au samedi 1er août, pardon. Les députés ont adopté en seconde lecture le projet de loi bioéthique légalisant notamment la PMA pour tous. Mais l'association Pro-Vie Alliance Vita s'est insurgée d'un amendement adopté selon eux à la sauvette en pleine nuit à la fin de l'examen du projet de la loi bioéthique. Cet amendement porté par plusieurs élus socialistes, dont le secrétaire général du PS, Olivier Faure, autorise en effet l'interruption médicale de grossesse permis pendant 9 mois pour cause de détresse psychosociale. Un critère invérifiable pour Alliance Vita. Parce qu'on va peut-être décider que la femme n'est pas en mesure et en détresse psychosociale. La chaîne Artemisia Collège, elle est géniale. Donc je vous la mets dans les liens. Ils ont beaucoup d'articles. C'est une vieille chaîne. Hein. J'y suis abonné depuis très longtemps. C'est une vieille chaîne qui fait toujours de l'excellent travail. Avec l'autorisation de Artemisia, je vais vous passer une petite vidéo qu'ils ont sur leur site pour bien comprendre ce qui se passe. P. Holdren is the resident science czar of the Obama White House. Holdren says that the optimum world population is 1 billion. The implications of his belief structure and his world outlook are genocide. This is a book called Ecoscience. This is a cookbook for the extermination of humanity. To provide a high quality of life for all, there must be fewer people, says Holdren. He says you could do this by putting chemicals in food and water. He wants to have licenses for birth. What happens to people that are born illegitimately, meaning without a birth permit? Compulsory abortion. Think about that. He even writes about infanticide. In order to enforce this, he talks about a supranational monstrosity that he calls a planetary regime. This means a world empire, a supranational, one-world government that would attempt to control all details of human life.
This is an ultra-Hitlerian genocidalist who's today operating out of the White House in Washington, D.C., and it's time to kick him out. Vous voyez, on n'est pas loin d'Aldous Huxley, on n'est vraiment pas loin de toutes les thèses du nouvel ordre mondial, mais juste pour vous montrer que on n'est pas dans des idées, on n'est pas dans les trucs de savants fous. Là, un vieil article, Yves Cochet, pour sauver la planète, il faut limiter nos naissances et mieux accueillir les migrants. Dans un entretien accordé à l'Obs, l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet propose des mesures pour inciter à faire moins d'enfants, afin de limiter le coût écologique de la population et pouvoir accueillir davantage de migrants. Une solution choc pour ce défenseur de la décroissance qui fait réagir. Et accueillir plus de migrants, c'est ce qui se passe en Italie. Hein. En ce moment, c'est la ruée, hein. C'est le plan de Soros, hein. Il le dit lui-même. Hein. Il le dit lui-même. Hein. Je rappelle ce que dit Soros. Hein. Je vais faire tomber les États-Unis, mais pas que les États-Unis. Vous pourrez remplacer n'importe quel pays. En ce moment, il en a chaud patate contre l'Italie. En finançant des groupes de haine noire, nous allons les faire tomber dans un piège mental et leur faire mettre les fautes sur les blancs. La communauté noire est la plus facile à manipuler. Ça, c'est une déclaration au journal Bild qu'il a fait en septembre 2014. Vous pouvez aussi écouter ce que dit Philippe Devilliers sur Georges Soros. Notamment sur ses passages sur Sud Radio. Tapez Google Philippe Devilliers et Soros Sud Radio, vous allez tomber facilement dessus. Donc là, il faut vraiment que l'on protège la réelle épidémie, c'est pas le Covid, hein. Dans notre monde aujourd'hui, c'est les pédophiles et les trafics d'enfants. Il faut en être conscient, ça je vous le dis depuis longtemps. Hein. J'ai eu un super message de Fils de Pangolin. Vous avez aussi cette chaîne qui traduit énormément Fils de Pangolin, je vous en parle souvent. Il faut aussi vous abonner à Fils de Pangolin. Alors je vous avais déjà parlé dans mon émission de John Fitzgerald Kennedy Jr., hein, qui avait un magazine qui s'appelle George, dans mon émission sur Q. Et donc là, dans ce numéro, ben, je vous le mets dans les liens, hein, c'est à lire, ça date de février 97. Et ben, John Fitzgerald Kennedy a fait une interview de Bill Gates. Et donc, vous voyez tout en haut, traduction Fils de Pangolin et Alexandra Lippi. Alors, c'est long, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais regardez ce que disait John Kennedy. Nous espérons donc que vous apprécierez la position du magazine George sur le futur. Pourquoi ne pas le mettre quelque part en lieu sûr et le ressortir dans 20 ans? Alors voilà, bon, même si c'est maintenant 23 ans, eh ben, il est temps de le lire, cet article. Il est temps de le lire. Je vous mets juste un extrait parce qu'il est long. Bill Gates, je finance des projets d'éducation. Je finance le contrôle de population. Je suis très impliqué dans le programme United Way. Moi, j'ai lu l'article, c'est assez quand même effarant. Ce mec est un véritable psychopathe. Lui, le docteur Fauci et Arruda au Québec, c'est franchement le nouvel ordre mondial. Comprendre que la lutte contre la pédophilie est intense dans le monde, menée par Donald Trump, même s'il y en a beaucoup qui ne croient pas à cela, mais c'est pas grave. Ils le verront bientôt. La vérité finit toujours par surgir, vous inquiétez pas, et dans beaucoup de domaines. Avant, ces réseaux pédophiles utilisaient le Darknet, l'Internet profond. Et maintenant, il semblerait qu'ils ne se cachent plus. Et on trouve, donc je vous mets un article des défenseurs de la pédophilie. Il y a sur le net un Handbook for Pedophiles, c'est-à-dire c'est le guideline, comment attirer les jeunes enfants, comment ne pas se faire prendre, et tout ça. Lisez cet article, partagez-le. Et si jamais vous voyez des publications un peu étranges sur le net, il faut absolument les signaler. Ça, il ne faut pas laisser passer. Faut pas laisser passer. On vit dans un monde de pédophiles, il faut le savoir. Bien, on va mettre de côté les réseaux pédophiles, mais on surveille de près. C'est la priorité numéro 1 avec cette épidémie, avec ce gouvernement qui continue avec ses médias, son haut conseil scientifique, le virus de la peur par les médias de la peur. Donc là, il faut vraiment aider François, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ce média publie en ce moment. C'est juste hallucinant. Hein. Quand les autres médias publient les annonces de l'AFP ou de Reuters, donc, je vous fais un extrait. Hein. Petit livre blanc sur l'hydroxychloroquine. Donc là, ça a été, vous voyez, c'est publié le 3/8, mise à jour à 20h13 hier soir.
Et donc, dans ce petit livre blanc de l'hydroxychloroquine, il vise à attirer l'attention du lecteur sur l'innocuité incontestable de la Shikyu, un dérivé de la quinine que l'on trouve dans les écorces d'arbres que George Washington utilisait pour protéger ses troupes. La version moderne est approuvée par la FDA depuis 65 ans, a montré une efficacité remarquable contre le SARS-CoV-2 et son utilisation est restreinte à tort malgré le danger immédiat que sa restriction représente pour la population américaine et le reste du monde. Nous nous prononçons en faveur d'un arrêt immédiat de la campagne de désinformation massive et irresponsable qui empêche littéralement les médecins de délivrer la Shikyu en préconisant également que celle-ci soit disponible en vente libre aux États-Unis, ce qui serait facile à faire d'un point de vue logistique de manière à garantir l'approvisionnement et une dispensation appropriée. Et donc François le prouve en publiant un article aux US avec ses équipes aux US qui travaillent maintenant avec elle. Covid-19, au moins 52 600 morts auraient pu être épargnés selon les premières estimations. C'est-à-dire une chute de 41,5%. Si quoi? Eh bien, c'est simple. Si aux États-Unis, ils avaient adopté la stratégie italienne dont je vous avais déjà parlé hier, on va y revenir, eh bien, s'ils avaient adopté cette stratégie italienne, ils auraient sauvé 52 658 vies grâce à l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Et vous avez 2 interviews exclusives, là ça date du 4 août, mise à jour 17h04, efficacité de l'hydroxychloroquine confirmée sur 3451 patients italiens, réduction de la mortalité de 30%. Une étude italienne réalisée sur un groupe de plus de 3000 patients hospitalisés pour le Covid-19 a conclu que l'utilisation de l'hydroxychloroquine est associée à une réduction de 30% de la mortalité. Mais cela ne s'arrête pas là. En France, Covid-19, au moins 8000 morts de trop en France, ça s'est mis à jour hier à 19h05. Donc je vous en avais parlé, je ne sais plus si vous en avez parlé, parce que vous allez avoir une nouvelle estimation si je vous en avais parlé. Hier, je vous avais parlé de cette étude, au moins 8000 morts de trop en France. On attend l'étude qui va paraître, qui va nous donner un chiffre encore plus spectaculaire. La stratégie italienne appliquée à la France aurait pu épargner approximativement 8300 vies. Mais François ne s'arrête pas là. Une interview du professeur Andrea Savarino. L'hydroxychloroquine, objet d'une bataille politique aux USA. Et alors ça, c'est ce que je vous raconte maintenant depuis très très longtemps sur ma chaîne. Le docteur Andrea Savarino est chercheur au laboratoire d'immunologie virale, département des maladies infectieuses de l'Université catholique du Sacré-Cœur à Rome en Italie. Il a plus de 3000 citations à son actif. Sa dernière publication donne une perspective pharmacologique de la chloroquine dans l'infection du SARS-CoV-2, un ancien médicament pour lutter contre un nouveau coronavirus. Pas tout à fait, parce que en 2003, déjà, et ça je vous l'ai déjà dit, il y avait déjà eu des publications, vous aviez identifié l'impact de l'hydroxychloroquine dans le SARS-CoV-1. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, l'hydroxychloroquine a eu un effet très bien documenté sur un certain nombre de virus en raison du double mécanisme d'action, en l'occurrence l'inhibition de l'entrée virale et l'inhibition de l'infectiosité des particules virales nouvellement formées. En termes simples, le médicament a non seulement diminué la capacité de nombreux virus à entrer dans les cellules cibles, mais a également incapacité la réplication du virus, produite par les cellules infectées, ce qui l'empêche d'attaquer de nouvelles cellules. En outre, l'expérience recueillie dans le contexte du virus du sida a permis d'examiner également des propriétés anti-inflammatoires du médicament, car l'hyperactivation immunitaire maligne joue un rôle important dans la pathogénie d'un certain nombre de maladies virales, y compris le SRAS. Votre article plus récent dans Science Direct réaffirme l'impact de l'hydroxychloroquine. Pourquoi y a-t-il tant de confusion dans les médias? À coup sûr, parce que ce médicament est devenu l'objet d'une bataille politique pour la campagne présidentielle américaine de 2020. Je n'ai jamais vu une telle quantité de rage entourant un médicament, ce que je vous dis depuis le début. Et si vous voulez encore en profiter de certains articles de François, mars 2020, la date où l'industrie pharmaceutique aura définitivement supplanté la médecine. Et là, à 17h28, la liberté de prescription des médecins est intacte. Une plainte déposée par Maître Krikorian contre Olivier Véran. Et pour vous dire un petit peu la folie qui s'empare complètement des médias, Madonna censurée après avoir diffusé des contenus conspirationnistes sur le Covid. La chanteuse a partagé une vidéo sur un remède miracle. Soit dit, alors regardez comment le Figaro traite ça. Remède miracle. L'hydroxychloroquine. Là, on vient de voir que c'est connu depuis 2003. Trouvé, prouvé et disponible depuis des mois. Le problème étant que c'est faux. Ah ben voilà, eux, le Figaro, savent que c'est faux.
Alors qu'on a des tonnes d'épreuves de l'autre côté, chez François, qui prouvent le contraire, avec des médecins qui témoignent et qui disent « Oui, moi j'ai eu des malades ». Parce que Figaro, il a vu des malades, lui. Et regardez ce qu'ils osent encore écrire. La chanteuse avait partagé une vidéo conspirationniste, où il était question de la remettre contre le coronavirus. Vous vous rendez compte, là, la puissance de la désinformation en marche, hein. Donc, le Figaro est en train de traiter tous ces médecins fantastiques là que vous pouvez trouver sur François, qui témoignent, des médecins qui ont guéri des patients, quoi, des médecins qui étaient au contact de gens malades. Et il les traite de conspirationnistes, de fêlés. Vous vous rendez compte où on en est? Mais vous vous rendez compte? Et donc, pour aider François dans ce qu'il explique, le Christian Perron s'est associé avec d'autres scientifiques pour une publication. Impact des soins médicaux, y compris l'utilisation d'agents anti-infectieux sur le pronostic des patients hospitalisés au Covid-19. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine semblent améliorer les résultats des patients admis, parce que maintenant ils utilisent un petit peu le conditionnel pour ne pas se faire taper dessus. Pendant ce temps-là, notre ami Zangrillo en Italie, voilà la vérité sur les bulletins, et Zangrillo démonte encore la peur, et il en a ras-le-bol. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans l'article qu'il en a vraiment ras-le-bol, quoi, hein, de tous ces gens qui parlent et qui ne savent rien. Je ne peux pas supporter que des personnes sans compétences essaient de se mettre à mon niveau, surtout sur le plan scientifique. Lui qui, du 22 février au 18 avril, a passé ses journées avec des patients Covid, oubliant évidemment les horaires, voire dormant, et ne presque pas dormir. Et là, il dit, il y a un gars qui vient, qui est statisticien dans la vie, et prétend m'expliquer ce qu'est le Covid, quoi. Ce n'est pas, de ma part, de la présomption, quoi. Mais il est ridicule que lui, sans expérience sur le terrain, et qu'il va il va vouloir essayer de m'expliquer quelque chose. Donc il clame haut et fort, la contagion n'est pas la même chose que la maladie. Et la protection civile s'est trompée avec le bulletin médical quotidien, c'est une mystification incroyable par rapport à la vérité clinique. Dans tout le groupe San Donato, à Milan, alors là je peux vous dire qu'il y en a un, celui dans lequel je travaille, nous n'avons que 10 patients en traitement, aucun récent, aucun en réanimation. Avant, il n'y avait pas de lit gratuit. Voici les preuves cliniques, dit-il. Il faut donc distinguer ceux qui ont un séjour hospitalier normal, parfois même asymptomatique, des personnes gravement malades. Il dit qu'il faudrait remplacer le comité technique scientifique italien, pour arrêter de transmettre la peur. Et on lui dit que s'il regrettait d'avoir été invité à une conférence au Sénat par le député Vittorio Sgarbi, et qui maintenant ils sont traités de négationnistes, voilà. Pour ça, ne vous intéressez pas souvent. Vous me dites, il y a des trolls dans mes commentaires. Hein. Laissez-les. Ils savent faire que ça. Ils n'ont aucun argument. Ils ont zéro argument. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? T'es d'extrême droite, t'es raciste, t'es antisémite. Maintenant, t'es négationniste, t'es conspirationniste, t'es complotiste. C'est les seuls trucs qu'ils ont à la bouche parce qu'ils n'ont aucun argument. Ils sont tellement faibles d'esprit qu'ils ont juste ces arguments. Vous savez, ça fait passer à la cour de maternelle, quoi, hein. Ouais, t'es pas beau, ouais, voilà, c'est ça leur niveau. Alors surtout ne discutez pas avec eux, parce que vous allez être obligé de forcer le niveau pour discuter avec des trolls pareils, parce qu'ils ont aucun argument. Du reste, pour vous prouver à quel point c'est une imposture, une manipulation, regardez ici, parce que là je vous rappelle que donc le docteur italien disait que cela marchait déjà en 2003, hein, le professeur Andrea Savarino. Ben regardez, dans une publication de 2005, c'est Fauci lui-même qui dit que la chloroquine est un puissant inhibiteur du SARS-coronavirus. Vous vous rendez compte? Il dit l'hydroxychloroquine fonctionne presque comme un vaccin. Vous vous rendez compte? Ça, il dit ça en 2005. Et maintenant, il dit aujourd'hui, il l'interdit. Et il dit que ça ne marche pas. Voilà où on en est. Donc là, si vous ne comprenez pas la manipulation, si les gens qui écoutent ne comprennent pas la manipulation, si on traite de négationnistes les docteurs qui ont sauvé des vies, hein, qui n'ont pas pris un seul jour de congé pendant cette épidémie, hein, parce qu'il y a eu une épidémie, eh bien, si vous n'avez pas compris ça, on ne peut pas rien faire de plus. Hein. On ne peut pas rien faire de plus, vous serez des moutons toute votre vie. Un autre exemple, en Inde, il y a eu seulement par rapport au pays, hein, faut pas oublier qu'il y a des millions de morts, hein,
dans le monde chaque année. Et il n'y a eu que 27 497 décès dus au Covid-19 en Inde jusqu'au 19 juillet, avec une population de 1,3 milliard d'habitants. C'est un taux de mortalité extrêmement bas, de 19 par million, soit 0,002%. C'est beaucoup plus bas que la tuberculose qui tue 440 000 personnes chaque année en Inde. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Allez, vas-y, les médias de la peur, faites un décompte des morts de cancer, des morts de tuberculose, des morts d'AVC, des morts de crise cardiaque tous les jours. Hein, vous allez voir, vous allez avoir plein de gens qui vont vous suivre dans votre connerie. Voilà. Allez, un petit clin d'œil au masque avant de passer au coup de massue final. Regardez ces news, regardez-moi ça. Donc là, il titrait le 18 mars 2020, coronavirus, mettre un masque, une fausse bonne idée pour la population. Hein, ne portez pas des masques. Déjà émis par l'OMS, ce message a été martelé à plusieurs reprises mardi soir par Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Et là, le 25 juillet 2020 à 16h32, ils ont changé le titre, Covid-19 à la place de coronavirus. Et donc, narcissique et psychopathe plus enclin à refuser de porter un masque. Donc vous voyez, voilà cette presse qui sert à rien, ces médias fake news qui ne servent à rien. Maintenant, le docteur Raoult est rentré de vacances. On va l'écouter, parce que c'est très important ce qu'il dit. Et on se retrouve juste après, parce que vous allez voir que dans tout ce qu'il dit, ce que je raconte quand même depuis quelques temps dans les émissions, alors, je veux bien me tromper de temps en temps, et ça fait du bien aussi de voir ce que j'ai raconté en avance, qui n'était jamais dit dans la presse française, et qui se révèle maintenant. Professeur Didier Raoult, que sait-on maintenant sur l'épidémie et les mesures de contrôle les plus efficaces? Sur l'épidémie actuellement, ce que l'on voit, c'est que peu proportionné à l'ampleur du dépistage généralisé, on trouve des cas avec un changement de profil des cas, puisque maintenant il s'agit presque exclusivement de sujets jeunes, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc il y a une baisse de la moyenne d'âge qui est considérable, et du coup il y a une mortalité qui est à peu près inexistante. C'est-à-dire depuis le dernier mort qu'on avait eu en juin, autour du 5 juin, il y a eu 470 cas diagnostiqués ici, sur lequel il y a un patient qui avait un très gros problème respiratoire, qui est venu mourir au-delà de toute thérapeutique utilisable. Donc ça fait une mortalité qui est de l'ordre de 0,2% chez quelqu'un qui avait une espérance de vie qui était de quelques mois. Donc on peut dire que la forme actuelle, dans les circonstances dans lesquelles on est, hein, pareil, on continue à diagnostiquer les gens, à les traiter, et à un niveau de gravité dans la population observée qui est une des plus basses de toutes les infections respiratoires. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet par cette situation. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que nous avons des foyers que nous découvrons, parfois liés à ce que nous n'avions pas eu l'occasion de voir, à des contaminations par des matières fécales, dans une situation un peu exceptionnelle. Et puis, ce qui apparaît, c'est que chez ces jeunes, il y a beaucoup apparaissent avoir été infectés dans des bars tardifs transformés en équivalent de boîtes de nuit, où on peut bien imaginer que la nuit passant, et les conditions dans ces bars, la distanciation sociale soit pas extraordinaire. Alors, pour dire la réalité, c'est reparti avec une augmentation des maladies sexuellement transmissibles, ce qui témoigne là aussi du fait que la distanciation sociale n'est pas totale. Donc, en pratique, il y a plus de cas. Il s'agit de jeunes qui, actuellement, sortent du confinement et qui trouvent le moyen de se réunir, de se rencontrer. Et donc, mais on n'est pas affolé par la situation actuelle. Concernant les mesures de prévention, il y a un travail très intéressant qui a été rapporté par le professeur Jarlier, d'ailleurs, à Paris, et que je lis les bons travaux parisiens quand ils sont bons, et qui rapporte que parmi tous les éléments que lui a évalués pays par pays, le seul qui soit significativement associé
à une diminution de la mortalité dans l'épidémie de Covid-19, c'est la précocité de mise en place des tests généralisés. Vous savez qu'en France, on a du retard. C'est plus le cas. Alors, on fait des centaines de milliers de tests par jour. C'est compliqué, donc on fait toujours beaucoup de tests. Du coup, on détecte les gens beaucoup plus tôt. Dans la vague d'épidémie que nous avons eue, nous avions entre un tiers et la moitié des gens qui rentraient directement en réanimation, donc qui n'avaient pas été diagnostiqués jusqu'à la dernière minute, et donc ce qui explique partie importante de la mortalité, et le fait de détecter les gens beaucoup plus tôt permettra de mieux les prendre en charge et d'éviter cet élément. La deuxième chose, c'est qu'il y a enfin ce travail espagnol qui est sorti sur les anticorps détectés chez les gens pour évaluer les populations les plus à risque, et bien sûr ça confirme que les zones urbaines sont plus contaminées que les zones non urbaines, et que deuxièmement, bien sûr, les mesures de prévention du personnel de soins sont essentielles, c'est le groupe qui est le plus touché, et le deuxième groupe qui est le plus touché, bien sûr, c'est les familles dans lesquelles il y a une personne qui est positive sans qu'on le sache, où là, il y a des taux de positivité importants. Il est à noter, et c'est intéressant, que les gens qui étaient restés à la maison en télétravail sont en moyenne plus souvent positifs que les gens qui n'étaient pas confinés. Donc, le confinement en soi n'a pas fait la preuve de son efficacité, au moins dans ce pays voisin. Ce qui fait la preuve de son efficacité, c'est la détection, l'isolement des gens qui sont positifs, parce que bien sûr, si dans une famille nombreuse, vous avez un enfant positif, il peut contaminer toute la famille, et donc c'est important de le savoir. Donc je pense que la politique actuelle de tests massifs est raisonnable, c'est celle que je préconisais, je crois que c'est bien. Je ne sais pas, encore une fois, le confinement est une mesure politique qui a toute une série de conséquences, y compris sur d'autres maladies, y compris sur les accidents de la route, et donc je ne sais pas l'évaluer, on fera les comptes à la fin de l'année de savoir s'il y a plus de morts ou moins de morts, j'en sais rien. Et il n'y a pas d'avantage dans la littérature qui soit clair, montrant que le confinement soit supérieur à l'absence de confinement, à part les regroupements denses de population en particulier. C'est certain que si on danse dans une salle en étant très nombreux, le risque de transmission de l'un à l'autre, si un positif, est très important. Enfin, sur la thérapeutique, on commence à voir, on voit deux choses. La première, c'est que c'est rassurant, il n'y a pas que nous qui faisons des essais que je ne comprends pas. Le plus étonnant de tout, c'est l'essai anglais, Recovery, assez étrange, qui intègre officiellement des gens qui ne sont pas Covid-19 positifs et qui utilisent la cortisone pour les patients, soit au début, quand ils sont infectés avec le virus, ce qui est pas recommandé en maladie infectieuse depuis très longtemps, et d'ailleurs ils meurent plus, il y a 25 morts de plus. On savait qu'il fallait pas le faire bien avant, ça fait partie du savoir de base des soins courants, et en revanche, dans les formes tardives, la cortisone, dans n'importe quel ouvrage de référence, est recommandée dans les formes inflammatoires de pneumonie ou de syndrome de détresse respiratoire, qui fait même partie du protocole de base du syndrome de détresse respiratoire, et ça fait partie là aussi des soins courants. Donc ça montre que de temps en temps, les méthodologistes disjonctent et qu'ils mettent dans des protocoles qui sont contre-indiqués ou qui sont recommandés, des branches qu'il faut à nouveau tester sur des médicaments qui ont des indications qui sont posées depuis plusieurs décennies. Donc c'est un des témoins de plus que dans cette maladie, beaucoup de gens ont perdu le sens médical pour le remplacer par de l'essai à tout prix. Surtout, on se demande d'ailleurs, c'est étonnant, pourquoi dans Recovery, ils n'ont pas fait un groupe avec de l'oxygène, un groupe sans oxygène, pour voir si on mourrait plus sans oxygène, ce que moi je prédis, hein, qu'on mourra plus sans oxygène si on a une baisse de la saturation de l'oxygène. Donc il faut faire attention. Il y a là une dérive de l'essai à tout prix à chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie. On faisait de la médecine avant de faire des essais thérapeutiques. La plupart des domaines de maladies infectieuses ont été établis sans essais randomisés. On ne se voit pas se mettre à retraiter, à faire des effets randomisés avec la pénicilline pour le traitement des pneumonies à pneumocoque versus placebo. Donc le placebo dans ces conditions, compte tenu du dernier travail
méta-analyse qui a été faite par le British Medical Journal, qui montre qu'il y a un raccourcissement des symptômes au cours de la maladie en prenant toutes les études randomisées de 4 jours et demi avec l'hydroxychloroquine qui est supérieur à celui de tous les autres médicaments testés. Donc petit à petit, la vérité va se faire jour, comme c'était prévisible. Il faut simplement avoir un peu de temps pour assumer la vague d'hostilité à un médicament efficace, pas cher et ancien. Et puis nous verrons bien, mais le nombre de papiers s'accumule sur ce domaine et la réalité va très rapidement transparaître, d'autant qu'on voit que le remdesivir est inefficace et que tous les autres produits proposés jusqu'à présent sont tous inefficaces. Le seul sur lequel il y a encore un débat d'efficacité, c'est l'hydroxychloroquine. Et bizarrement, cette chose qui est probablement le plus grand scandale scientifique du XXIe siècle, qui est la publication par une bande de pieds nickelés de papier dans les meilleurs journaux du monde, semble avoir été oubliée, alors que si ça a été publié, c'est parce que les gens cherchaient par n'importe quel moment, par n'importe quel moyen, à démontrer quelque chose qui est tout à fait invraisemblable, que l'hydroxychloroquine tuait 9 à 10% des gens à qui on le donnait. Donc il y a tant que ce phénomène n'aura pas été analysé jusqu'où il doit l'être, c'est-à-dire comment un truc qui est aussi étonnant que la vente de la Tour Eiffel à un individu privé, c'est complètement délirant, comment ces choses-là ont pu être publiées dans les meilleurs journaux du monde, juste en disant, oh, c'est une erreur. C'est pas une erreur, il s'est passé quelque chose qui est exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé que Lancet soit amené à rétracter en quelques semaines un papier, en même temps que le New England Journal of Medicine, de choses qui n'auraient pas pu échapper à un étudiant. Donc il y a un véritable phénomène de la qualité de l'analyse qui maintenant a été remplacé par l'idéologie. Et ce phénomène de l'hydroxychloroquine est devenu, à la plus grande surprise, un sujet clivant entre différents groupes, et non pas un médicament d'usage banal, pour lequel j'ai demandé officiellement, cette fois-là, au directeur de l'ANSM de faire une RTU, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser pour la prise en charge du Covid, l'hydroxychloroquine aux doses auxquelles nous le proposons, nous, pas toutes les doses, comme cette chose n'est pas contrôlée, on voit dans la littérature toutes les doses possibles et inimaginables, et c'est dangereux, c'est beaucoup plus dangereux que de réguler ça, en disant voilà la dose qui est utilisable, le temps pendant lequel on peut l'utiliser, voilà les examens qu'il faut faire pour être sûr que l'on n'aura aucun problème, de façon à avoir des résultats qui soient comparables aux nôtres, c'est-à-dire que actuellement pour tous les gens qui ont été protocolisés avec hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité qui est de 0,5%, et que donc pour pouvoir obtenir des résultats de cette nature-là, eh bien il faut encadrer les prescriptions, il faut utiliser la même dose pendant le même temps et dans ces conditions. On voit mal comment on pourrait utiliser le remdesivir qui est toxique, qui donne des insuffisances rénales, qui est inefficace dans les travaux qui ont été réalisés. On attend avec impatience les résultats de l'essai français, Discovery, on verra bien. Mais globalement, je crois qu'il faut revenir à beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, il faut soigner les malades, regarder ce qui marche, ce qui n'est pas dangereux, sortir de cette espèce d'excitation et de clivage, et de faire de tout l'histoire qui est politique, qui est sensationnaliste, pour revenir à la pratique du soin avec des médicaments qui sont bien connus et qui ne posent pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'il annonce? Eh ben, qu'il y a plein de cas nouveaux, c'est des jeunes, bah, c'est normal, hein, ils vont en boîte, donc il y a une augmentation parallèle des maladies sexuellement transmissibles et du nombre de cas infectés. Bon. Voilà, on va pas empêcher les jeunes de faire la fête quand même. Et donc le dernier mort, c'était le 5 juin, à l'UHU de Marseille, quand même, avec de gros problèmes respiratoires. Donc, le professeur Raoult dit on a juste avancé, le Covid a juste avancé la mort de quelques mois, comme je vous le dis depuis souvent, que c'est surtout les personnes, le Covid, on est mort avec le Covid souvent, pas à cause du Covid. Et donc il dit que ça valide, on teste beaucoup, il y a beaucoup de cas positifs,
ce que Trump il dit aussi tous les jours, ce que je vous dis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas, parce qu'avant on testait pas. Pendant l'épidémie, on testait pas, alors que Raoult testait, on disait que ça servait à rien de tester. Maintenant que l'épidémie est en train de partir, on teste. Que voulez-vous que je vous dise? Les anticorps détectés chez les personnes, ça confirme aussi l'immunité, les fameuses cellules T. Que le confinement ne sert à rien, ça fait combien de temps que je vous raconte ça sur ma chaîne? Le confinement ne sert à rien. Les personnes les plus contaminées sont ceux qui ont fait du télétravail. Mais moi, dans mon entreprise, la seule personne qui a eu le Covid, elle faisait du télétravail parce qu'elle avait peur. Donc le regroupement, les gens, ils sont confinés, les fenêtres étaient fermées, ils avaient peur, c'est là qu'on attrape le plus de maladies. Parce qu'il suffit que quelqu'un sorte, aille à l'hyper, chope le Covid, il y a un cluster dans la famille, hein. Alors on va faire quoi là? Les grandes familles, on va les scinder? Non mais franchement. Il dit que c'est une mesure politique. Et on ne mesure pas l'impact sur les autres maladies. Ce que aussi je vous raconte depuis longtemps, c'est qu'il y a beaucoup plus de morts à cause du confinement, parce que dans les hôpitaux, on traitait que le Covid, on a laissé les gens mourir de crise cardiaque, de cancer, et ainsi de suite, d'AVC. Des publications sur l'hydroxychloroquine, on l'a vu avec François, elles explosent, il faut laisser le temps pour que la vérité sorte tout seul. Il trouve l'étude Recovery, encore une fois, une étude foireuse. L'étude du Lancet, il s'étonne comme moi, on doit être les deux seuls, je suis content d'avoir quelqu'un qui s'étonne qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire. On a quand même une volonté, quelqu'un qui a fait quelque chose de délictueux, c'est un délit, on a fait une fausse étude, qui est paru dans le Lancet. Et c'est pas possible qu'une étude comme le Lancet laisse passer cette fausse étude foireuse qui a été détectée, comme le dit Raoult, qui aurait été détectée par un simple étudiant, qui a tout de suite été détectée par l'ensemble de ceux qui sont sur le net. Et pourquoi? Il appelle ça le plus gros scandale du XXIe siècle. Pourquoi il n'y a aucune poursuite? On veut des poursuites contre ces gens-là, on veut savoir qui a financé ça, qui se cache derrière. On a peur de découvrir qui se cache derrière. On a peur de découvrir que c'est peut-être, je sais pas, des gens que l'on qualifie de philanthropes, de très gentils, de très bons. Et puis surtout, ils remontent les statistiques d'ILUHI, 0,5% des personnes qui ont eu le traitement hydroxychloroquine, azithromycine sont mortes. Lui, il publie des chiffres, les autres parlent, le critique ne publie pas des chiffres, et normalement, c'est normal, ils ont honte, leurs chiffres sont très très loin de ceux de l'UHU, pour certains supérieurs à 40%. Donc voilà, la messe est dite, ne vous inquiétez pas, la vérité sortira, il faut juste de temps en temps rappeler, parler, pour pas que ça s'oublie, parce que eux ce qu'ils veulent c'est « Ah, le temps va tout effacer, ils vont tout oublier, ils sont sur les vacances ». Ouais, mais en parlant des vacances, tiens, franchement, si vous devez partir en vacances pour avoir ça, des contrôles des types qui veulent que vous mettiez des masques, Nice, Bayonne, Saint-Malo, le masque en extérieur imposé, mais pas gratuit. Jetez-vous, franchement, renseignez-vous d'abord où c'est pas gratuit, où il faut le port du masque, et n'y allez pas, À l'île Maurice, il n'y a plus aucun cas de coronavirus, mais les frontières restent fermées de peur du virus, comme disait le chanteur des groupes Forban, mais laissez-nous vivre, laissez-nous vivre. Arrêtez maintenant avec ce truc qui se soigne très très bien. Et on m'a signalé qu'un autre chanteur avait piqué sa colère. C'était monsieur Charles-Élie Couture, mais bon, ça m'étonne pas, ça a toujours été un gars bien. Je vous laisse l'article, perd son sang-froid, et franchement, il a raison. Il raconte qu'il a eu le Covid en mars, enfin bref, vous allez lire l'article, vous allez rire tellement les gens sont pathétiques. Du reste, je me répète, tous ces chanteurs de rap là, français, qui remplissent les scènes quand il n'y avait pas le Covid, qui à la fin disaient, vous savez qu'on est manipulé, blabla, tout ça, ils sont où là? Ouais, vous voulez dénoncer le système est corrompu à la fin, et tous les jeunes, ouais. Et là, c'est devenu des moutons dociles. En fait, c'est des fakes, ces mecs-là, Ils sont juste de l'argent sur un truc à la mode, mais après, quand il s'agit d'ouvrir sa bouche pour venir combattre, il n'y a plus personne. J'espère que tout le monde s'en rendra compte et qu'ils quitteront ces imbéciles qui font semblant, J'ai horreur de ça, Aux États-Unis, on retrouve les mêmes images qu'on a au Brésil. Vous vous rappelez, dans mon émission sur le Brésil, où ces députés rentraient dans des hôpitaux vides. Donc je vous ai déjà montré la manipulation aux États-Unis dans les États de Floride, avec des hôpitaux qui remontent 100% de cas de Covid. Donc 1000 personnes testées, 1000 positifs. Et puis ensuite ils ont corrigé. Donc là il y a un toubib qui en a marre qu'on dise que
Il y a plein de cas de Covid chez lui. Et il a été voir, a regardé un petit peu. Test site. Maryland, Howard County. No one's getting tested. There's no COVID. I'll walk right through the test site. Oh, let's see. Anybody here? Oh, air conditioning unit. Oh, some free water. No one's even at the test site. This test site's open. No one's even here. Nobody. There goes another empty ambulance to another empty hospital and another empty test site. Okay. Okay, guys. You're right. It's real. Je vais le suivre sur son Twitter parce que je pense qu'il va lancer une mode et que beaucoup de gens vont faire pareil. Au bout d'un moment, contre la manipulation extrême de tous les gouvernements, des médias à la botte, hein, surtout les médias à la botte, des organisations de Big Pharma. Ben voilà, faut faire comme ça, hein, faut faire comme ça. Allez, pour vous quitter sur une bonne note, il y a quelqu'un qui m'a fait mourir de rire. Donc dans un commentaire, il y en a un qui crie bravo aux chanteurs déformants du retour des artistes engagés. Hey, continue de rêver. Et quelqu'un qui répond quelle rigolade! Aujourd'hui, en allant à la pharmacie, une personne courait vers sa voiture où l'attendaient 3 autres personnes, dont une avait un masque sur elle. Vite, cette personne dans la voiture lui a filé son masque et hop, la dame qui courait repartit avec un masque qui avait été porté par autrui. Ah ouais, c'est ça, je veux dire. C'est juste affolant, quoi. C'est juste affolant. Allez, portez-vous bien. Bye bye, bisous.